Plus de 20 ans se sont écoulés depuis la dernière observation confirmée d'un dauphin de Chine. Cette espèce vivait exclusivement dans le fleuve Yangtze en Chine et il s'agirait de la seule espèce de cétacé à avoir disparu récemment. En Chine, ce dauphin est appelé baiji, ce qui signifie littéralement dauphin blanc. Le baiji ressemblait aux autres dauphins d'eau douce avec son long bec fin, sa forme particulière et ses capacités auditives améliorées qui lui permettaient de compenser sa mauvaise vue. Cet animal était bien adapté à la vie dans les eaux troubles du fleuve Yangtze, mais comme vous l'avez compris, ça n'a pas suffi. En 2006, l'extinction du baiji a fait l'objet de nombreux articles dans les journaux, les gros titres attribuant à l'homme la responsabilité de la disparition de cet animal unique. Cependant, même si les experts attendaient cette catastrophe depuis plusieurs dizaines d'années, il n'y a toujours pas de confirmation officielle de l'extinction de ce dauphin d'eau douce. Il est simplement considéré comme incroyablement rare et en voie de disparition, et les humains en sont largement responsables. L'une des plus grandes menaces pour la survie du baiji était la surpêche, qui privait non seulement ces animaux de leur proie, mais causait aussi leur noyade car ils s'enchevêtraient dans les filets. Sans oublier le trafic maritime. Le fleuve Yangtze est l'une des principales artères commerciales de Chine et en raison du nombre croissant de navires ainsi que de la pollution sonore, de nombreux dauphins à la mauvaise vue entraient en collision avec les navires et leurs hélices. Si on ajoute à ça toutes sortes de polluants, on obtient un ensemble de conditions qui ont mené à l'extinction de cette espèce. Cependant, comme je l'ai dit, le baiji n'est pas officiellement considéré comme éteint. De plus, en 2007, un habitant a filmé une vidéo d'un grand animal blanc nageant dans le fleuve Yangtze. Bien qu'il ait été provisoirement identifié comme un baiji, il est encore trop tôt pour se réjouir. S'il ne reste qu'une poignée d'individus dans le fleuve, surtout s'ils sont âgés, ça suffira pas à sauver la population de l'extinction. C'est vraiment triste. Enfin. Cette vidéo est entièrement consacrée aux animaux disparus. Alors, armons-nous de courage. Voici le lion de l'Atlas, un animal presque légendaire qui parcourait autrefois les déserts et les montagnes d'Afrique du Nord, du Maroc à l'Égypte. On pense même qu'il s'agissait de la plus grande sous-espèce de lion. Ce prédateur était admiré pour sa taille et sa crinière sombre, et sa possession était l'apanage des familles royales. En bref, il s'agissait d'un animal d'élite, quel que soit l'angle sous lequel on le considère. On faisait combattre ces lions aux gladiateurs dans le Colisée. Certains ont été hébergés dans des zoos, et il y en a même eu pendant quelque temps dans la Tour de Londres. Mais au fil du temps, la popularité de ces lions a commencé à avoir un impact sur leur nombre. Leur déclin a commencé sous l'Empire romain, les combats de gladiateurs ayant causé la mort de milliers d'entre eux. Puis, lors du califat islamique, les animaux restants ont été chassés de leur habitat habituel et les colons européens du 19e siècle n'ont fait qu'aggraver la situation en les chassant. Entre 1900 et 1910, aucune observation de lion de l'Atlas n'a été signalée. Et dans les années 1920, les scientifiques occidentaux en ont conclu que le prédateur avait complètement disparu. Enfin, il s'est peut-être éteint dans la nature il y a plusieurs dizaines d'années, mais ses gènes ont survécu sous la forme d'une centaine de lions vivant en captivité dans plus d'une douzaine de zoos. Certes, aucun de ces lions n'est un lion de l'Atlas pure souche, mais ils peuvent être considérés comme ses descendants, c'est déjà pas mal. Le cheval appelé tarpan a subi le même sort. Il s'agissait d'une espèce de chevaux sauvages que l'on trouvait autrefois dans toute l'Europe, du sud de la France et de l'est de l'Espagne jusqu'au centre de la Russie. La grande diversité d'habitats qu'il occupait est attestée par des peintures rupestres et toutes sortes d'artefacts qui le représentent. On pense que le tarpan a été domestiqué par les nomades scythes vers 3000 avant Jésus-Christ. Cependant, avec l'expansion de l'homme, le territoire des chevaux s'est réduit et ils sont entrés en conflit avec les paysans. Évidemment, les tarpans eux-mêmes voulaient simplement se nourrir. Malheureusement, ils mangeaient les récoltes. Et ils se reproduisaient avec les juments domestiques. En conséquence, la population de tarpans a diminué. Quant aux individus sauvages, ils l'étaient trop. Ils supportaient mal de vivre dans des écuries ou des zoos. Par conséquent, le tarpan a été déclaré éteint en 1909 lorsque le dernier spécimen supposé pur sang
est mort en captivité dans l'Empire russe. Maintenant, écoutez un peu ça. Le 26 avril 1890, le Tombstone Epitaph a publié un article incroyable racontant comment 6 tireurs avaient abattu une créature inimaginable. Elle avait une envergure de près de 48 mètres et elle mesurait environ 28 mètres de long. Elle était aussi dotée d'une une énorme tête. L'article précise que l'animal n'avait ni plumes ni fourrure, mais que sa peau lisse et ses ailes étaient formées d'une membrane épaisse et presque transparente, facilement traversée par une balle de fusil. C'est pour le moins impressionnant. En réalité, il semble que 2 cow-boys seulement ont rencontré ce drôle d'oiseau. Il existe plusieurs versions de l'histoire, mais on peut la résumer ainsi. Les 2 hommes avaient repéré un énorme oiseau volant au loin et lui ont tiré dessus avec leur fusil. Mais leurs chevaux étant trop effrayés pour poursuivre la bête, ils sont rentrés en ville bredouille et ils n'ont pu que raconter ce qu'ils avaient vu. Très convaincant. Comme je le disais, il y a plusieurs versions. L'une affirme que le mystérieux oiseau ne faisait que 6 mètres d'envergure, et une autre que les cow-boys ont bel et bien rapporté leur proie en ville. L'histoire a été racontée et publiée à maintes reprises et embellie à n'en plus finir. Par exemple, certaines personnes ont raconté que le monstre avait réussi à enlever un homme. Au fil du temps, les gens qui avaient entendu l'histoire se sont mis à croire qu'ils en avaient même vu une photo de leurs propres yeux. Ils se sont convaincus eux-mêmes d'avoir vu cette étrange photo dans un vieux livre ou un journal. Mais bien entendu, aucun d'entre eux ne l'avait conservé. Or, il s'avère qu'aucune des sources qui ont publié l'histoire de l'oiseau ne disposait de photos. La meilleure explication de ce phénomène de photos fantômes est qu'il s'agit de souvenirs reconstitués, évoquant des choses qui n'ont pas eu lieu. Les descriptions des articles devaient être si détaillées que les gens ont bouché les trous et qu'ils se sont persuadés qu'il avait bien existé une photo. Mais alors, et cette image qui montre clairement un ptérodactyle? Elle semble convaincante, mais au 19e siècle, on savait déjà retoucher des photos. De plus, les ptérodactyles ont disparu il y a des millions d'années. Il est très peu probable qu'un spécimen isolé ait réussi à survivre jusqu'à nos jours pour ensuite mourir bêtement d'une balle de fusil. Au moins, on ne peut pas blâmer les humains pour l'extinction des ptérodactyles, c'est toujours ça. En revanche, ce qui est arrivé aux pigeons voyageurs est un excellent exemple des conflits d'intérêts qui peuvent exister entre l'homme et la nature. On pense que cette espèce représentait autrefois 25 à 40% de la population totale d'oiseaux aux États-Unis. Lorsque les Européens ont découvert l'Amérique, il y vivait entre 3 et 5 milliards de pigeons voyageurs. Ça fait beaucoup. Les premiers explorateurs et colons mentionnaient souvent ces oiseaux dans leurs récits. Les vols migratoires de ces pigeons étaient spectaculaires. Des témoins évoquent d'immenses vols d'oiseaux obscurcissant le ciel pendant parfois plusieurs jours. Hélas, au début des années 1900, il ne restait plus un seul pigeon voyageur. Leur population a tout d'abord été fortement affectée par les chasseurs professionnels qui capturaient les oiseaux avec des filets et les abattaient pour les vendre sur le marché. Mais le véritable massacre a commencé dans les années 1800. Aucune loi n'encadrait le nombre de pigeons tués ou la méthode de mise à mort, si bien que les gens employaient tout ce qui leur passait par la tête. Je ne vais pas entrer dans le détail du massacre de ces oiseaux, mais disons simplement que des centaines de milliers de pigeons ont été tués à des fins de consommation personnelle ou pour être vendus sur le marché, où ils coûtaient environ 50 cents la douzaine. Les défenseurs de l'environnement ne pouvaient rien faire. Au début des années 1890, le pigeon voyageur avait presque disparu. De 1909 à 1912, la Société ornithologique américaine offrait déjà 1 380 € à quiconque trouverait un nid ou une colonie de pigeons voyageurs, mais leurs efforts sont restés vains. Le dernier spécimen de pigeon voyageur connu s'appelait Martha. Elle est décédée au jardin zoologique de Cincinnati en 1914. Cet autre oiseau, connu sous le nom de courlis esquimau, était une petite créature inoffensive
qui avaient la fâcheuse habitude de migrer en de gigantesques vols depuis l'Alaska et l'ouest du Canada jusqu'à l'Argentine, en passant par l'ouest des États-Unis. Puis les oiseaux faisaient le trajet inverse, un itinéraire des plus malheureux. Lors de leur migration vers le nord, les chasseurs américains pouvaient abattre des dizaines d'oiseaux d'un seul coup de fusil, tandis que les Canadiens chassaient les courlis quand ils se dirigeaient vers le sud. En fin de compte, leur population, autrefois l'une des plus nombreuses du continent, a connu un déclin spectaculaire à la fin des années 1800. Le courlis esquimau n'est pas officiellement considéré comme éteint par manque de preuves, mais il semble que le temps soit venu de le reconnaître comme tel. Aucune observation n'a eu lieu depuis 1963. Par conséquent, à moins d'un miracle, le courlis esquimau rejoindra d'ici quelques années la liste des espèces disparues. La conure de Caroline n'était pas chassée pour être mangée, mais plutôt à cause de la mode. Les plumes colorées de cet oiseau constituaient un accessoire précieux pour les chapeaux des femmes. En outre, nombre d'individus servaient d'animaux de compagnie, ce qui les privait de la possibilité de se reproduire dans la nature. Et comme si ça ne suffisait pas, la conure de Caroline était aussi chassée en tant que nuisible, détruisant les cultures. Un autre facteur qui a pu contribuer à son extinction était son comportement grégaire. Les conures revenaient aux endroits où elles avaient vu des oiseaux morts ou mourants. Ça permettait aux chasseurs de tuer facilement un grand nombre de proies. En conséquence, la dernière conure de Caroline est morte au zoo de Cincinnati en 1918. Le seul endroit où l'on peut voir des conures de Caroline actuellement, c'est le jeu Red Dead Redemption 2. Il se déroule en 1899, à une époque où la conure n'avait pas encore disparu. Il faut dire que la conure de Caroline n'a pas fait de gros efforts pour survivre, contrairement au poisson appelé Cyprinodon nevadensis calidae. Écoutez ça, cette espèce unique vivait dans les sources chaudes du désert de Mojave en Californie. La température moyenne de l'eau y atteint 43 degrés Celsius, c'est pas un environnement bien accueillant. Cyprinodon nevadensis s'y sentait pourtant bien, mais il n'a pas pu survivre à l'invasion humaine. Dans les années 1950 et 1960, la mode du thermalisme a conduit à la construction de bains près des sources chaudes et les sources elles-mêmes ont été agrandies artificiellement. Le dernier poisson de cette espèce a été capturé au début de l'année 1970 et aucune observation n'a eu lieu depuis lors. La population de léopards de Zanzibar a évolué de manière indépendante des léopards d'Afrique continentale depuis au moins la fin de la dernière période glaciaire, lorsque l'île d'Unguja, leur habitat, en a été séparée par l'élévation du niveau de la mer. Le léopard de Zanzibar était le plus grand prédateur de l'île, ce qui a conduit à une diminution de sa taille ainsi qu'à l'apparition de taches de formes différentes des autres léopards. Tout semblait aller pour le mieux, pas vrai? Malheureusement, les superstitions ont causé sa perte. Les habitants croyaient que des sorcières employaient les léopards comme animaux de compagnie pour leur faire exécuter leurs ordres maléfiques afin de nuire aux gens ordinaires. Comme il n'est pas facile de trouver une sorcière, ne serait-ce que parce qu'elle n'existe pas, les habitants s'en prenaient directement aux léopards. Eux existaient bel et bien. Dans un premier temps, les gens se contentaient de tuer les prédateurs qui s'approchaient des villages, mais en 1964, sous la direction d'un chasseur de sorcières, une véritable campagne de lutte contre la sorcellerie a eu lieu. C'est la principale cause de la disparition du léopard de Zanzibar. Au milieu des années 1990, il était déjà considéré comme éteint. En 1997 et 2001, des rumeurs ont fait état de la découverte d'excréments de léopards, mais ils ont été égarés avant d'avoir pu être analysés. En 2018, nouvelle lueur d'espoir. Un piège photo installé sur l'île a capturé l'image d'un animal ressemblant à un léopard. Mais la qualité de l'image était très mauvaise et le plus probable est qu'il s'agissait d'un léopard ordinaire introduit par l'homme. L'une des histoires les plus tristes est celle du grand pingouin. D'allure rigolote, voire ridicule, maladroit sur la terre ferme, cet oiseau était sans défense face à l'homme. En outre, sa viande était délicieuse. Vous pouvez deviner la suite. En juin 1840, 3 marins de l'île écossaise de Saint Kilda ont débarqué sur les corniches rocheuses de Stack-an-Armine.
Au cours de leur ascension, ils ont repéré un grand pingouin qu'ils ont attrapé, attaché et ramené à bord. Pendant 3 jours, les marins ont gardé le grand pingouin en vie, mais le 4e jour, au cours d'une terrible tempête, ils ont décidé que l'oiseau était en réalité une sorcière conjurant le maelstrom et ils ont tué la pauvre bête. C'est bien pratique de pouvoir blâmer les sorcières. C'est ainsi qu'est mort le dernier grand pingouin aperçu dans les îles britanniques. 4 ans plus tard, l'espèce a tiré sa révérence pour de bon lorsque des pêcheurs ont tué le dernier couple au large de l'Islande. Si vous n'avez jamais entendu parler du poisson-main lisse, Steve en a trouvé une excellente description. Imaginez que vous obligiez un crapaud à porter des gants beaucoup trop grands et que vous lui racontiez ensuite une histoire triste. Sérieusement, c'est à ça que ressemble ce poisson. Cette étrange créature n'a plus été observée depuis 1802, alors qu'elle a été recherchée activement. En mai 2020, ce poisson a été officiellement déclaré éteint, mais en septembre 2021, revirement, son statut est passé à « données insuffisantes ». Il existe 13 autres espèces similaires de poissons qui se déplacent sur le fond marin à l'aide de leurs nageoires, mais 7 d'entre elles n'ont plus été observées depuis 2000 au plus tard. Toutes ces espèces, sauf une, sont considérées comme menacées d'extinction. Et en parlant de poissons, je dois mentionner Asurina eupalama. Il s'agit d'une espèce mystérieuse découverte sur les îles Galapagos, des poissons qui nageaient paisiblement, faisaient leur vie et mangeaient du plancton. Le responsable de leur disparition, c'est El Niño. El Niño est un phénomène climatique qui affecte la température de la couche supérieure de l'eau dans l'océan Pacifique équatorial et qui a un impact important sur le climat. Entre 1982 et 1983, El Niño a battu des records d'intensité, provoquant une série de catastrophes naturelles sur toute la planète, telles que des ouragans, des sécheresses et des tempêtes. L'impact sur la vie marine a été catastrophique pour de nombreuses espèces, dont Asurina eupalama. Sa principale source de nourriture, le plancton, a connu une forte baisse et cette espèce de poisson a disparu. Un spécimen trouvé il y a de nombreuses années fait désormais partie de la collection de poissons du Musée américain d'histoire naturelle. L'hippotrague bleu est considéré comme le premier mammifère du continent africain à avoir été chassé jusqu'à l'extinction. Il faut dire que les hippotragues se portaient déjà pas très bien avant l'arrivée des premiers colons européens. 10 000 ans de changement climatique avaient restreint leur zone de pâturage, de sorte qu'ils luttaient déjà pour ne pas mourir de faim. Là-dessus, l'homme est arrivé. Le dernier individu a été abattu vers 1800 et l'espèce n'a plus jamais été observée depuis. On n'a pas eu beaucoup de temps pour étudier l'hippotrague bleu, mais on n'en a pas eu du tout pour étudier le ver du lac Péder. Il a été décrit pour la première fois par des scientifiques en 1971 après la découverte d'un spécimen blessé dans le lac Péder en Tasmanie. L'individu s'est vu attribuer sa propre espèce en raison de son habitat semi-aquatique et de l'absence de pores dorsaux, mais ces détails sont sans importance. Malheureusement, à peine avait-on découvert l'existence du ver du lac Péder qu'il a fallu lui dire adieu, car le lac a été délibérément submergé en 1972 lors de la construction d'une centrale hydroélectrique. Cela dit, on a de quoi se réjouir de la disparition de certaines espèces. Par exemple, le criquet des montagnes rocheuses, une espèce qui habitait autrefois la moitié ouest des États-Unis et certaines parties de l'ouest du Canada. Pourquoi je dis que son extinction est une bonne chose? Parce qu'il y en avait énormément. On raconte que leurs essaims étaient plus grands et plus nombreux que ceux de n'importe quelle autre espèce de criquet. En 1875, la taille de l'essaim dit d'Albert a été estimée à 510 000 km², quasiment la superficie de la France. Le poids de l'essaim approchait les 27,5 millions de tonnes. Certains estiment le nombre de criquets à 3,5 billions, d'autres à 12,5. Vous imaginez? Les conséquences ont été désastreuses pour les gens qui vivaient sur la trajectoire de l'essaim. Les criquets dévoraient non seulement l'herbe et les cultures, mais aussi le cuir, le bois, la laine et dans les cas extrêmes, les vêtements des gens. Il a même fallu immobiliser certains trains en raison du trop grand nombre de criquets sur les rails.
Les hommes ont fini par déclarer la guerre au criquet, et ils l'ont gagné. Le dernier spécimen de criquet des montagnes rocheuses a été vu en 1902 dans le sud du Canada. A plus.